Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Invité aujourd'hui Jean-Philippe Courtois, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. Emmanuel Macron était là il y a quelques jours maintenant en Guadeloupe, ça fonctionne bien avec vous Je crois qu'effectivement nous avons besoin de ça, de candidats qui prennent bien la dimension des Outre-mer et plus particulièrement de la Guadeloupe. J'ai à titre personnel apprécié la démarche qui consistait à venir et à prendre en compte les doléances des élus, puisqu'il y a eu un entretien donc, avec la majorité régionale, de rencontrer la population de manière à pouvoir mieux étayer le programme, parce que je crois qu'on doit aussi rompre avec cette dynamique qui veut qu'on voit les Outre-mer et plus particulièrement la Guadeloupe de 8000 km, alors que nous avons des spécificités qui doivent être prises en compte, surtout lorsqu'il s'agit de loi cadre. Ouais, qu'est-ce qui vous plaît chez lui? C'est son énergie, sa jeunesse, ça vous rapproche? Ça me rapproche. C'est sûr que dans la démarche qui est la mienne, qui est celle d'apporter un nouveau souffle, de réoxygéner la classe politique, ça fait du bien, puisque quand on regarde ce qui nous est proposé, on se rend bien compte que ce sont les mêmes qui sont de nouveaux candidats. Donc si là on a la possibilité d'entendre un nouveau discours, quelqu'un qui est au fait de cette France, qui doit vraiment s'ancrer dans le 21e siècle, mettre en place les vraies réformes. Donc, je crois qu'il est aussi important qu'on puisse comparer les discours et j'espère que M. Macron pourra passer donc du discours aux faits. Alors il y a écouter les candidats et s'engager à leur côté. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Est-ce que vous allez vous engager aux côtés d'Emmanuel Macron? Oui, tout à fait. Je suis un des acteurs d'En Marche en Guadeloupe. J'ai invité donc tous mes amis, donc que ce soit la Nouvelle Énergie Capestérienne, le CDI, à ce que nous ayons cette réflexion de manière à pouvoir être aussi là pour faire remonter nos doléances. Parce qu'au-delà de pouvoir être les représentants d'Emmanuel Macron en Guadeloupe, c'est aussi lui transmettre donc, notre vision de cette Guadeloupe imbriquée dans la France. Une Guadeloupe qui doit aussi pouvoir rayonner sur la Caraïbe. Parce que ce qui est pour nous l'essence, c'est de permettre à notre territoire de se développer. Mais se développer avec ses atouts dans son bassin. Et pour cela, il faut que nous puissions, au-delà d'adapter les lois, mais surtout qu'elles soient en lien étroit avec les moyens dont nous avons besoin pour pouvoir nous développer. Ouais, qui sera d'autre à vos côtés? GUSR également? Le GUSR, je pense qu'on leur laissera le soin. Ils sont venus dans un premier temps parce qu'on a en qualité de parti politique pour pouvoir entendre les candidats. Je pense qu'il y a eu là donc, quand même une certaine résonance au travers donc, des nouvelles orientations du GUSR. Mais je crois que le président Losbar sera plus amène que moi. On a senti en tout cas une entente cordiale avec Harry Chalus également? Oui, le président qui a été très sensible au fait déjà qu'Emmanuel Macron ait déjà soutenu par le passé certains de ses amendements. Il a encore souligné avec sa volonté de voir s'installer en Guadeloupe donc un EPID pour pouvoir accompagner nos jeunes qui sont les plus en difficulté. Donc c'est dire que les discours du président Chalus ont été aussi quelque peu analysés par le candidat Macron. Maintenant, à nous de voir si effectivement son programme va vraiment répondre aux attentes que nous avons pour le territoire Guadeloupe dans cette France qui doit gagner. On lui a posé la question à Emmanuel Macron, qui serait son porte-parole? Vous en savez plus? Il ne nous a pas répondu. Au niveau du comité, nous sommes en structuration. Nous invitons donc toutes celles et ceux qui ont envie de s'inscrire dans cette nouvelle dynamique, dans cette nouvelle façon aussi donc d'appréhender donc le pouvoir en qualité de présidence de la République à nous rejoindre. Parce que je crois qu'il faut aussi que nous puissions, si on veut contrecarrer quelque peu le rapport qu'il y a aujourd'hui entre la France hexagonale et les Outre-mer, et particulièrement avec la Guadeloupe, créer un autre lien avec nos représentants afin que nous puissions aussi peser dans le cadre des propositions pour que derrière les droits soient adaptés. Ça va en tout cas vous permettre de vous engager pleinement dans cette élection présidentielle? Tout à fait, puisque je l'ai dit, au travers donc, des propositions qui sont faites, celle de travailler sur le pouvoir d'achat avec une vraie loi qui permettra à ce qu'à la fin du mois, la ménagère puisse le ressentir, que nous puissions travailler sur le problème de sécurité, puisque là, on parle de chiffres clairs pour pouvoir renforcer donc, les effectifs sur la Guadeloupe. Quand on parle de la formation, puisque j'ai beaucoup apprécié aussi, moi, ma qualité de président de l'école de la deuxième chance, qu'il y ait un regard particulier sur ce travail innovant que nous faisons maintenant en déplaçant quelque peu le curseur de structures qui auparavant faisaient de la remise à niveau, mais qui maintenant s'inscrit dans le cadre de l'emploi, donc vraiment la formation au service de l'emploi. Et ça a été entendu et quelque peu apprécié par Emmanuel Macron. Donc c'est dire que en face, il y a un homme qui écoute, mais surtout qui prend acte des réalisations qui portent leurs fruits sur le territoire. Alors après l'élection présidentielle, on aura une autre élection, les législatives. C'est quelque chose que vous regardez de près, ça vous intéresse?
C'est indispensable, hein. Je vous dirais encore plus pour moi qui suis un habitant de la 4e circonscription. Il y a là aussi de forts enjeux où nous avons un candidat sortant qui reviendrait pour une 4e mandature quand on sait que la circonscription n'a pas beaucoup évolué, que les propositions de loi qui ont été faites par le passé n'ont pas porté leurs fruits. Donc il faut que nous puissions porter un changement et je crois qu'on peut s'inscrire dans la dynamique peut-être de futurs candidats tels que Aramis Sarbo qui, à mon sens, pourrait réellement faire réunir cette 4e circonscription. Donc vous dites on, vous dites pas je, ça vous intéresse pas pour le moment? Quand je dis on, je parle toujours en on, si vous constatez, parce que je m'inscris là dans le cadre donc du président de la Nouvelle Énergie capestérienne qui travaille avec un groupe qui essaye au maximum de mettre en avant son équipe plutôt qu'une identité personnelle, parce que je crois que c'est aussi ce qui a quelque peu créé la perte de la classe politique par le passé. À vouloir trop mettre en avant une individualité, on oublie que c'est un travail d'équipe qui fait émerger des propositions et qui permet de réaliser. Ça peut vous intéresser dans le futur tout de même, une élection législative? Oui, il est certain dans le futur, mais en l'état actuel, s'il y a un objectif qui devrait m'intéresser à titre personnel, ce serait les élections municipales, Capesterre-Belle-Eau, une ville que j'aime et pour laquelle donc, je me donne les moyens en accompagnant la population. Maintenant, justement, on va en parler de Capesterre-Belle-Eau. Comment vous jugez tout ce qui se passe en ce moment, de grève, des problèmes de l'eau? Vous avez un œil critique, on imagine, sur ce qui se passe? Très critique, et je crois que c'est là où on doit aussi avoir aussi ce regard didacticiel, expliquer à la population qu'effectivement la région Guadeloupe s'est engagée à agir fortement sur l'eau. Ce n'est pas une compétence directe, mais les derniers débats qui ont eu lieu, c'était à l'initiative du président Chalus, la mise en place des citernes d'eau, bien que pas potables, mais au moins pour permettre aux gens d'avoir un minimum d'hygiène chez eux. C'était encore une directive venant de la région Guadeloupe et que nous avons aussi identifié le problème, c'est celui d'avoir trop d'interlocuteurs. Donc le président Chalus a dû s'engager sur cette voie, c'est-à-dire que si nous n'arrivons pas à trouver assez rapidement donc, un accord avec tous ces représentants, que la région va devoir faire la demande de l'habilitation de l'eau. Parce qu'il faut que nous puissions, en 2017 demain, offrir une qualité de vie honorable. Parce qu'il est inacceptable que nous puissions encore agir dans une telle circonstance. Cela n'est plus acceptable. Alors, en dehors du problème de l'eau, qu'est-ce qu'il faut faire là, pour Capesterre-Belle-Eau? Vous trouvez que le maire en place s'en sort bien? Je ne me permettrai pas forcément de commenter directement l'action de la municipalité, maintenant que je suis un conseiller régional, mais je vous dirais que le conseiller que je suis œuvre pour pouvoir accompagner la collectivité sur un certain nombre de dossiers. Vous êtes un candidat également à la municipalité. Tout à fait, et c'est dans ce cadre-là que moi je porte ma pierre à l'édifice. Refuser d'être comme certains, donc un candidat de l'opposition systématique. On met en place des dispositifs, l'école régionale de la deuxième chance qui, d'ici le mois de janvier, devrait mettre en place donc, une antenne pérenne à Capesterre, une ville de 20 000 habitants qui a autant de difficultés pour pouvoir parler à sa jeunesse. On doit avoir un outil de manière à les aider à se former, les aider à s'orienter maintenant vers l'emploi. 3 chantiers d'insertion sur Capesterre, donc depuis notre arrivée donc, à la tête de l'école régionale. Donc un chantier pour pouvoir permettre à nos jeunes donc, d'évoluer dans le monde agricole, dans le monde du PTP, au niveau donc, aussi d'un projet intergénérationnel, de manière à recréer aussi ce lien. Donc c'est vous dire qu'il y a à faire et le conseiller régional que je suis, donc grâce à cette chance que j'ai d'être président d'école régionale de la deuxième chance, met en place des projets pour accompagner sa population. On va y revenir à votre poste de président d'école régionale de la deuxième chance. Vous êtes le président également de la Nouvelle Énergie capestérienne. Ça se porte bien, ce mouvement, ce parti? Très très bien. Je vous dirais encore mieux depuis les élections régionales où nous continuons donc à rassembler, à mobiliser. Il n'y a pas si longtemps, nous avons encore eu un séminaire de manière à former une équipe, préparer cette équipe qui demain devra se présenter face aux Capestériens pour cette élection municipale. Donc c'est vous dire que nous sommes dans une démarche où on refuse aussi d'être ces candidats qui débarquent à la veille d'eux. Donc nous prenons le temps de mûrir donc, la construction de l'équipe, la construction du projet et ça, nous tâchons de le faire, donc mettre dans la main avec la population. Vous regardez, on imagine de très près ce qui se passe à Capesterre. Vous n'êtes pas sans savoir que Philippe Ramdini a démissionné de la Fédération socialiste. Il veut se présenter aux législatives. Ça vous inspire quoi? Sincèrement, pour moi, c'est un non-événement. Je vous dirais que ma seule analyse, c'est celle d'un candidat qui a été porté hier par le Parti socialiste en qualité de conseiller départemental et qui aujourd'hui, que la maison prend l'eau, prend la fuite. S'il faut après s'attarder sur le candidat lui-même, il a été conseiller régional, président de la commission jeunesse. Il n'y a pas eu de réalisation, rien de palpable aujourd'hui. Président de la commission transport, jusqu'à aujourd'hui, on n'a eu aucune vraie orientation. C'est un bilan très critique que vous dressez à ce Non, moment. pas critique, objectif. Simplement qu'on me démontre qu'il y a eu des réalisations. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, Capesterre est là
Guadeloupe ont besoin d'élus au travail, des élus qui ont des réalisations de manière à pouvoir réconcilier le citoyen avec ceux à qui il a transmis des responsabilités. Et donc c'est en cela que moi je préfère aujourd'hui être le conseiller régional qui communique autour de ces réalisations, autour de projets qui aboutissent, plutôt que d'être dans la communication pour le buzz. Vous étiez venu dans cette émission l'année dernière, vous veniez juste d'être désigné président de l'école régionale de la deuxième chance. Vous étiez là un peu pour voir. Un an après, ça y est, vous avez pris les habits de président? Tout à fait. Et une très très belle institution où j'ai découvert... Vous vous sentez à l'aise? Très à l'aise, très à l'aise. Des hommes et des femmes qui aiment leur métier, qui sont vraiment... on sent un dévouement au service donc, de cette jeunesse. Nous mettons en place aujourd'hui une nouvelle école de la deuxième chance. Aujourd'hui, pour nous, la formation doit être au service de l'emploi. Aucune formation ne débute maintenant au sein de l'école de la deuxième chance si derrière il n'y a pas une perspective, tant avec une passerelle vers un centre de formation, de manière à ce que le jeune puisse, je dirais, parfaire ses qualifications, soit avec une sortie directe. Prendre l'exemple, il y a 10 jours de cela, nous étions à Baïf, où nous avons une vingtaine de chefs d'entreprise qui ont rencontré nos jeunes, et nous avons pu trouver 15 chefs d'entreprise qui se sont engagés à accompagner des jeunes. Il y avait... Ils sont concernés, les chefs d'entreprise. Ouais, ils n'ont pas peur de s'investir dedans. Non, parce qu'une fois qu'on leur présente le dispositif, qu'on leur explique que ce sont des jeunes qui sont accompagnés, même au sein de leur entreprise, nous gardons un formateur qui suit le jeune. Donc ça permet de sécuriser un petit peu le parcours du jeune et ça rassure. Et nous démontrons aussi que par-delà les différentes années, donc l'expérience de l'école aujourd'hui, qu'il y a matière et donc qu'on peut porter au plus haut donc, cette jeunesse. Et c'est tout naturellement que les chefs d'entreprise se sentent concernés. Ce type d'école, vous l'avez dit, il y en a une qui a ouvert au Moule, une qui va ouvrir du côté de Capesterre. Est-ce qu'il faut les multiplier? Il faut aujourd'hui qu'on puisse faire de l'école de la deuxième chance un outil de proximité. Parce qu'on le sait, les statistiques sont là, les jeunes les plus en difficulté ne font plus confiance aux institutions. Donc ils ne viennent plus d'eux-mêmes pour pouvoir pousser la porte. Donc le dispositif qu'on appelle aujourd'hui à l'école, l'école dans la rue, c'est qu'on demande aux formateurs, on demande aux cadres, on demande à toutes celles et ceux qui sont maintenant des acteurs de cette école de se déplacer dans les territoires pour pouvoir porter l'information, créer ce lien de confiance de manière à ce que les jeunes puissent s'approprier cet outil. Et ça fonctionne. Le dernier chantier que nous avons lancé donc, sur le sud Basse-Terre, c'est 100% de présence. Donc, si vous dites qu'une fois que les jeunes ont compris, qu'ils sont accompagnés, qu'ils sont encadrés, c'est tout naturellement qu'ils continuent sur ce dispositif de formation. Qu'est-ce qu'on fait pour les îles du Sud? Les îles du Sud, nous avons une antenne donc, qui doit être, je dirais pas ouverte, puisqu'elle a déjà débuté. Nous avons mis en place donc, 3 chantiers sur Marie-Galante, mais nous devrons faire son ouverture officielle courant janvier, donc une antenne pérenne. Nous avons mis en place un service qui va devoir maintenant balayer les îles du Sud, donc Marie-Galante, Désirade, Terre de Haut, Terre de Bas, de manière à faire aussi, que ce soit avec les collectivités, mais avec le tissu associatif présent, le lien pour pouvoir identifier les besoins, créer le lien avec le monde économique pour que nous puissions créer de l'activité et de l'accompagnement sur ces territoires. Il y a d'autres chantiers en cours? Ah oui, là nous avons des chantiers où nous allons partir après sur de l'innovation avec la CAL, donc la communauté d'agglomération du Levant, où là nous allons parler donc de revalorisation des déchets. Nous allons mettre en place un dispositif innovant pour pouvoir faire une collecte des déchets verts, pour pouvoir les transformer en charbon et derrière créer un marché avec la Caraïbe, avec l'île d'Haïti où nous sommes maintenant en échange pour pouvoir leur remettre cette production, puisque là aussi c'est de l'humanitaire. Nous sommes en train de travailler sur la technologie, la rénovation des téléphones portables pour pouvoir permettre à nos jeunes de pouvoir s'insérer sur un marché qui n'existe pas encore. Ils sont concernés, vous les sentez concernés? Sans langue de bois, hein? Non, sans langue de bois, oui. J'ai été très surpris de voir qu'il y avait là une vraie attente. Et il y a des chefs d'entreprise guadeloupéens, quand je dis guadeloupéens, c'est vraiment pour dire qu'ils se sont appropriés le territoire et qui veulent aider la population à s'en sortir, à s'insérer. Et c'est vous dire que nous n'avons pas beaucoup de mal. Une fois qu'on leur explique l'objectif, on leur donne un cadre dans lequel le jeune évolue, c'est tout naturellement qui nous accompagne. Nous avons fait un dispositif top départ à Jarry il y a de ça 3 mois, où des chefs d'entreprise nous ont déjà quasiment signé des chèques en blanc parce qu'ils se sont engagés à embaucher des jeunes qu'ils n'ont pas encore rencontrés. Donc c'est vous dire qu'on peut être fiers du secteur économique en Guadeloupe, tout à fait. Merci à vous Jean-Philippe Courtois. Merci de vos invitations et une bonne fin d'année à tout le monde. Excellente fin de journée sur l'antenne de TV. D'autres programmes à suivre sur notre antenne.